Allez, on continue cet échange en se focalisant sur les enjeux de cybersécurité. J'ai le plaisir d'accueillir Jeanne Heuret, qui pilote ces sujets, qui est vice-présidente chez nous de cybersécurité chez Capgemini Invent. Et puis Stéphane Detruiseux, qui est le vice-président en charge du CISO technologie, une entreprise qu'on adore, qui fait des trains, qui s'appelle Alstom. Absolument. Et qui s'y connaît en cybersécurité. On est ravis que vous soyez là pour nous apprendre. Merci beaucoup. Je fais sans transition parce que vous avez tellement de choses à partager que je vous laisse d'emblée présenter ce que vous vouliez partager. Parfait, allons-y, merci beaucoup. Donc, on va compléter ce qui a été dit jusqu'ici avec un angle cybersécurité, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu les scénarios d'attaque sur l'IA générative. Alors d'abord, il y a des attaques qui sont très connues de nous tous, qui existent déjà, qui vont se répercuter a fortiori dans un contexte d'IA générative, mais qui peuvent être décuplées ou prendre un peu d'ampleur. Récemment, la Suède a été attaquée avec des entreprises de grande distribution qui ne pouvaient plus vendre en ligne, des cinémas chez lesquels on ne pouvait plus réserver, des systèmes de paie qui ont été arrêtés. On imagine que tout ça va évidemment se perpétuer, mais en plus risque de prendre de l'ampleur. Je pense notamment à l'espionnage industriel, du fait que on sait que l'IA générative va réinventer un peu le knowledge management. Donc, en quelques prompts, on va être capable de concaténer des centaines d'informations. On facilite le travail des hackers. Historiquement, ils devaient faire une petite archéologie documentaire. Maintenant, ça va être beaucoup plus facile pour eux d'accéder à des informations potentiellement confidentielles. Et puis, évidemment, l'espionnage étatique, etc. Et puis après, il y a des attaques qui sont beaucoup plus spécifiques ou exacerbées avec l'IA générative. Étienne en a parlé en introduction, ça a été redit après. Les fake news, on estime qu'en 2025, 80% de l'information sera issue de fake news. Donc, on s'attend à des manipulations de masse, des déstabilisations démocratiques. On a tous vu, je pense, l'image du pape en doudoune Balenciaga, sauf que demain, quand ce sera... C'était Balenciaga. Quand ce sera votre DG dans un consortium néo-nazi ou ce sera un dictateur habillé en Adidas, je pense que d'un point de vue marketing... Ou le pape dans un train Alstom, peut-être. Ou le pape dans un train... Alors, bon, ça, à la limite, c'est voilà. Peut-être pas grave. Ce sera plus inquiétant. J'ai même pas parlé d'usurpation d'identité biométrique. Je n'ai même pas parlé de l'accélération ou de l'explosion des campagnes de phishing. On nous a entraînés à chercher la faille dans les textes. En fait, demain, ce sera hyper percutant. Donc, les cybercriminels ont un nouveau parc d'attractions devant eux, tout au long du cycle de vie de l'IA. Donc, le NIST t'en as parlé aussi, Étienne, en introduction, le NIST a catégorisé un peu les différents scénarios d'attaque en 4 grandes catégories en disant on peut cibler la disponibilité d'un modèle ou en tout cas essayer de le ralentir, on peut chercher à atteindre son intégrité, on peut chercher à atteindre la confidentialité et la particularité quand même de l'IA générative versus l'IA prédictive plus traditionnelle, c'est la volonté d'abuser le modèle, donc de lui donner un objectif qui est différent de celui qu'il avait historiquement. Il y a quelques zooms, je trouve, qui sont intéressants, qui font particulièrement peur. Les typologies qui ont été établies justement par cet organisme. Oui, tout à fait. On voit les typologies et on voit toutes les attaques ou tous les scénarios exactement imaginés. Ce qui est intéressant ou qui fait un peu peur et parler, c'est le data poisoning. Donc, on injecte des données malicieuses dans des modèles qui vont se pré-entraîner pas correctement et qui vont sortir des informations fausses sur lesquelles on va prendre des décisions. Il y a eu toute une étude là sur Poison GPT. Alors, c'était plutôt gentillé. On a montré que la Tour Eiffel était à Rome, en Italie, mais on se dit qu'à l'échelle d'une entreprise ou d'une stratégie d'entreprise, ça peut être plus inquiétant. Et j'ai vu qu'on peut l'utiliser aussi pour protéger son droit d'auteur. On empoisonne ces données pour empêcher qu'elles ne puissent être utilisées. Alors le temps que c'est ces données, ça va. Quand c'est les données de quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus problématique. C'est plus embêtant. Voilà, exactement. On a tout ce qui est... donc, on a potentiellement, on peut avoir peur des modèles préentraînés que l'on va récupérer, fine-tuner, de peur qu'ils soient empoisonnés. Ou on a peur aussi des backdoors, des trojans, etc. Il y a toute la logique d'abus de modèles qui est intéressante, mais finalement, ça fait un peu écho, je trouve, à ce qui a été présenté avant sur les injonctions, la notion de jailbreak, là, avec les injonctions contradictoires qu'on va donner à une intelligence artificielle qui va se retrouver prise entre 2 valeurs ou 2 modèles et laquelle prendra le dessus. Et puis, il y a beaucoup de questions aussi autour de la résilience des services et des institutions publiques, parce qu'on peut pratiquer un déni de service, on peut chercher à mettre en place un déni de service contre une intelligence artificielle. Donc, la réponse vis-à-vis de ça... comme le disait Étienne en introduction, c'est pas net. C'est-à-dire qu'on peut vous dire,
Il faut être super propre sur ses fondations en IT security, évidemment sur la gestion des identités, des accès, les capacités de supervision, de détection, de réaction de crise, etc. De cloud security, je l'ai même pas mentionné. Il y a une couche intelligence artificielle qui vient se mettre par-dessus, qui est intéressante, qui va être outil de la protection cette fois-ci, pas l'IA pour faire du hacking, mais l'IA pour de la protection contre les hackings. Alors, non, là, je suis plutôt sur la protection de l'IA, en l'occurrence. En tout cas, les bonnes pratiques que les développeurs peuvent mettre en place, de scanner les vulnérabilités dans les modèles préentraînés qui sont récupérés. Il y a des choses aussi qui se mettent en place sur de l'immunité d'image pour éviter qu'elle soit manipulée derrière. Il y a des solutions qui se développent sur le fact-checking. Donc, il y a quand même un écosystème marché qui se met en place autour de ça. Et puis, évidemment, et ça, je pense que ça va être le maître-clé à chaque fois, c'est même plus une question d'awareness, c'est une éducation massive des gens sur ce que c'est que l'IA, comment ça fonctionne, comment on l'utilise et comment on prend des décisions à partir de là. OK. Pour une entreprise comme Alstom, ça veut dire quoi en pratique? Alors en pratique, ça veut dire qu'effectivement, on a absolument identifié tous ces risques et toutes ces menaces. D'un autre côté, se recroqueviller, ne pas y aller serait une énorme faute. Le but du jeu étant de profiter et d'utiliser cette nouvelle capacité, mais de l'utiliser sous tous ses angles. Donc comme le disait Jeanne, un bon socle d'origine traditionnel, cyber-traditionnel, est un point de départ indispensable, parce que l'IA, avant d'être quelque chose de très nouveau, ça reste de l'informatique. Donc si on a déjà un point de départ fragile, une organisation peu efficace, un système de détection, un SOC pas très opérant ou pas suffisamment efficace, évidemment, on part sur de mauvaises bases, mais ça suffit pas. La deuxième chose, c'est effectivement de prendre en compte les risques spécifiques qu'on évoquait là, ou qu'on évoque d'ailleurs depuis le début, et de pas tomber dans l'euphorie ou l'envie de consommer à tout crin, et de cadrer les usages. Donc chez Alstom, on n'a évidemment pas décidé de se bloquer, de ne pas accéder à cette technologie, ça serait une faute lourde par rapport à une certaine compétitivité industrielle, mais plutôt de l'encadrer, de l'utiliser correctement configuré, correctement organisé, correctement structuré. On évoquait un certain nombre de pratiques très traditionnelles. Le contrôle d'accès est primordial, parce qu'en fait, le système d'IA générative, peu importe comment on l'a entraîné, et surtout si on lui injecte des données propres à l'entreprise, il ne faudrait pas que ça rebascule complètement et rebalaye complètement tout le système de protection et d'accès à la donnée. Numéro 1, et ça reste un sujet très important. Donc l'accès à la donnée reste importante. Le sujet de l'infrastructure elle-même, qui peut en être l'administrateur, le gestionnaire, l'injecteur de contenu. Parce qu'on évoquait des usages malicieux. Alors on imagine ChatGPT dans le grand public hacké par des hackers derrière leur cagoule, mais si ça se passe au sein de l'entreprise par quelqu'un volontaire ou involontaire qui injecte dans le modèle les données du mauvais test ou les données draft, pas du tout celles qui étaient de la norme ou du mode de fonctionnement, et qu'au final tout le reste de l'entreprise considère que c'est la bonne information, là on a un énorme problème de fiabilité et d'usage de l'outil. Encore deux petites questions. Ouais. Red teaming, vous faites chez Alstom ou pas? Alors, on fait de manière traditionnelle. On va faire de plus en plus avec ce genre de technologie. On l'évoquait là sur le code. Donc, chez Alstom, comme d'autres entreprises, on produit du code. En l'occurrence, nous, c'est du code intégré dans nos trains et dans nos systèmes de signalisation ferroviaire. Et l'outil IA générative est utilisé à 2 étages pour aider les développeurs à être plus performants. Ça, c'est l'usage traditionnel de l'aide au développement, de l'aide à la documentation du code, mais aussi de l'aide à détecter nos propres bugs. Comme l'IA sera certainement utilisée par les hackers un jour pour nous challenger, autant le faire nous-mêmes. Et c'est vraiment le principe de la red teaming. Le red teaming, c'est arrêtons d'être naïfs et que quelqu'un trouve le problème avant nous. Là, on fait exactement le même principe. On s'auto-challenge volontairement avec les outils volontairement efficaces. On simule une attaque, en fait. C'est une façon virtuelle de simuler une attaque. Absolument. Et on utilise aussi de plus en plus ces moteurs, et on commence à le faire avec notre SOC, qui est fait d'ailleurs avec Capgemini, pour utiliser aussi l'IA générative dans les scénarios de détection, dans une meilleure efficacité de la corrélation des événements cyber. C'est-à-dire qu'on s'est dit, un petit peu à l'image
l'image du slide précédent, l'IA pourrait être vue comme une menace, mais essayons de l'utiliser aussi comme un outil. On ne peut pas être que du côté de la victime de ce nouvel outil, autant être aussi dans celui qui l'utilise, du bon côté de la force évidemment, avec les biais qu'on évoquait, mais nous, il y a toujours de toute manière un traitement humain ou une revérification qui est faite a posteriori ou avant de prendre une décision définitive, mais au moins ça permet de pouvoir être beaucoup plus efficace et d'avoir une vision beaucoup plus complète, beaucoup plus exhaustive. Ma deuxième question, le mot à la mode, c'est les small language models, c'est-à-dire se réapproprier un large modèle pour en refaire quelque chose de très adapté à un cas d'usage et beaucoup plus sécurisé, déployé aussi moins lourd, déployé dans vos environnements. Ça, vous y croyez ou pas? On y croit, on essaye. Après, on verra si ça va au bout. Mais en tout cas, on est en train d'implémenter un modèle particulier, effectivement, où on injecte notre propre savoir-faire, notre propre connaissance. Alors, dans notre métier, c'est du savoir-faire autour du monde du ferroviaire. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a du savoir-faire qu'on n'a pas forcément envie de mettre dans un modèle public. Ça, c'est une évidence. La deuxième, c'est qu'on s'est rendu compte que les modèles grand public étaient assez peu pertinents sur ce domaine, qui reste un domaine de niche, et où on avait plus qu'ailleurs des phénomènes d'hallucination ou des éléments qui étaient très peu précis, des éléments très vieux. Si vous demandez à ChatGPT de vous dessiner un train, je ne sais pas pourquoi, il va vous mettre une locomotive à vapeur. Certainement parce que dans l'inconscient collectif, c'est ça le modèle pour lui d'un train normal. Et donc du coup, ça marche comme ça sur beaucoup d'autres phénomènes. Par contre, si on se réapproprie ces modèles, mais qu'on injecte nous-mêmes nos propres modèles, nos propres réglementations spécifiques, etc., là, pour nos ingénieurs, ça devient un outil effectivement d'efficacité.